m'avoir conviée à animer cette table ronde. Comme je disais, je suis ravie. Bon, je me présente déjà en 2 mots, et puis ensuite je vais passer à la parole aux intervenantes. Donc, je suis Brigitte Neveu-Desrotteries, donc j'ai fondé Yélène Communication, spécialisée plutôt en B2B, communication, marketing digital et organisme de formation. Et je suis ici parce que donc, je suis diplômée donc Audencia 85 et j'anime depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans, le club marketing digital de Paris, des alumni, et assez impliquée, concernée par les questions de transition, de RSE. Donc, nous avons organisé plusieurs événements cette année qui ont eu pas mal de succès aussi, et dont une intervention de Florence Touzé qui était vraiment passionnante. Donc, je pense que la RSE aussi, on va en refaire aussi dans le cadre des alumni. Voilà, et donc je suis ravie d'avoir la possibilité de dialoguer donc, avec nos 3 intervenants, donc, qui sont donc Florence Touzé, donc, qui est co-titulaire de la chaire Impact Positive, et puis auteur de l'ouvrage Marketing, les illusions perdues, donc passer au marketing implicatif. Donc elle va nous en parler. Alexandra Gibou, qui est responsable du projet de seconde main du groupe ERAM, et Sylvie Chancelier, qui est donc directrice du programme Audencia Sciencescom. Donc je suis ravie de revoir toutes les 3. Il y a un haut-parleur, non? Elle s'appelle comme ça, donc on va mettre ça. Excusez-moi, je vais vous demander de couper toutes et tous micro et caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc voilà, donc en fait, je vais peut-être passer tout de suite la parole à Florence. Alors, je ne te vois pas, mais on laisse le PowerPoint. Mais... Ah, voilà. Bonjour. Rebonjour Florence. Donc en fait, tu vas nous reparler du marketing implicatif et puis donc du livre que tu viens de rééditer. Et donc, peux-tu nous le redire aussi donc, par rapport à la nouvelle édition de ton livre, donc ta motivation pour ton approche du marketing? Oui, merci Brigitte. C'est vrai que ce livre, il est ressorti en janvier, évidemment mis à jour. En fait, à l'origine, ça vient vraiment d'une remise en cause personnelle, mais il y a plus de 15 ans déjà, parce que je ne me retrouvais plus déjà à l'époque dans le marketing tel qu'il était pratiqué. Donc, marketing et communication étaient des disciplines qui me mettaient mal à l'aise. Alors évidemment, c'est un vrai problème quand on les enseigne. Donc pour moi, il était nécessaire de vraiment mener presque une introspection par rapport à ces matières-là, à la fois d'un point de vue professionnel dans les pratiques, et puis à la fois évidemment dans leur enseignement. Et cette dissonance cognitive, pour parler marketing, elle n'a fait que s'amplifier au vu du contexte qui devenait de plus en plus précis et prégnant sur la nécessaire transition qu'on devait avoir à faire, autant d'un point de vue environnemental que social. Donc l'origine du projet du livre, c'est ça. Et donc assez rapidement, je me suis plongée dans la réalité du marketing pour évidemment me rendre compte, mais on s'en rend tous compte tous les jours, de voir à quel point marketing et communication sont critiqués, provoquent des réactions parfois un petit peu virulentes. Donc il y a comme une espèce de divorce entre marketing entre le marketing et ses publics, entre le marketing et l'opinion. On sait aussi à quel point on est arrivé à un niveau de défiance important. Et donc le constat qu'on peut faire, c'est que c'est marketing et communication dont la mission est d'embarquer, d'emporter, de fédérer, provoque, pour une partie du public en tout cas, de la méfiance et de la défiance. Donc c'était aussi un constat d'échec
au-delà de l'accusation qu'on peut leur porter de pousser à la consommation. Et donc, en continuant de creuser le sujet, j'ai aussi découvert que, notamment grâce à un certain nombre d'études, et notamment grâce au travail de Jean-Marc Lehu, que quand on interroge le public sur ses attentes vis-à-vis du marketing, une fois qu'il a dit sa méfiance, ben finalement, il a des vraies attentes. Et ces attentes, elles sont extrêmement intéressantes à observer. Puisque la première, c'est il faudrait que le rôle du marketing et de la communication devrait être de nous aider et de nous accompagner dans notre consommation. La deuxième attente, c'est de nous proposer des offres qui soient utiles. Les consommateurs sont demandeurs de solutions utiles et belles. C'est intéressant parce que l'esthétique est arrivée assez vite. Et seulement en troisième position, la question du prix. Alors, elle arrive bien sûr, hein, mais elle n'arrive pas en première position. Donc, dans le consommer mieux, il y a aussi l'accessibilité, mais ce n'est pas forcément le moins cher. Et puis enfin, en quatrième position, il y a la transparence et la sincérité. Donc, il y a des vraies attentes par rapport à ces disciplines, et ça a conduit à guider ma réflexion, à se dire, bon, faisons un point et essayons de faire mieux. D'accord. Je pense qu'effectivement, l'attente est de plus en plus forte. Enfin, on le ressent tous à titre individuel. Et donc, en quoi ça consiste concrètement? Alors, le propos que je développe dans le livre, c'est ce que j'ai appelé le marketing implicatif. En fait, on entend tous les jours dire que les consommateurs ont changé, qu'ils veulent consommer responsable, qu'on est tous devenus des consommateurs. Donc ça, toutes les études le montrent. Mais on se rend compte aussi qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a souvent un différentiel. Et ce différentiel, il existe parce que c'est compliqué de consommer plus responsable. Même si on est très décidé, même si on en a développé une vraie conviction, ben, le développer au quotidien, l'appliquer au quotidien, c'est difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a tous en tête un construit imaginaire de plus d'un siècle aujourd'hui, qui nous dit qu'on sera plus heureux si on consomme plus, et si on a davantage et si on possède davantage. Donc déjà, il y a cette logique-là qui est ancrée dans nos cerveaux. Il y a évidemment la question, on l'évoquait, du prix, en tout cas de l'optimisation de son budget ou de ses possibilités. Donc des choix à faire, et ces arbitrages, ils ne sont pas faciles non plus. Donc on voit que entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'il est possible de faire, ce qu'on a encore en tête comme imaginaire, et puis ce qui existe comme offre pour nous accompagner, bah, c'est pas toujours facile. Donc l'idée, j'en viens au fil rouge en fait de ce que j'appelle le marketing implicatif, c'est de déplacer le rôle du marketing et de la communication dans la logique entrepreneuriale. C'est-à-dire que pendant très longtemps, marketing et communication arrivaient en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'il y avait notamment des gens du commercial ou des gens de la production qui définissaient ce qu'allait être l'offre, et puis ensuite on allait confier un peu tardivement au marketing et encore plus tardivement à la communication d'ailleurs, de dire bah voilà, maintenant dites que ça existe et puis faites joli. Et donc le propos du marketing applicatif, c'est de se dire puisqu'on sait faire des choses différemment, essayons de ramener tout ça, de remonter tout ça à l'origine des projets, et de faire que ce que l'on sait faire en marketing, c'est-à-dire écouter les publics, influencer, et puis ce que l'on sait faire avec la communication, c'est mettre les publics à travailler, enfin à faire des choses ensemble, rendre commun, c'est l'étymologie même. Eh bien l'idée, c'est de se dire, écoutons mieux les publics, qu'ils soient consommateurs, collaborateurs, parties prenantes, et mettons-les à travailler ensemble dès l'origine des projets pour trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour que chacun en ressorte gagnant. Le consommateur avec des offres qui vont l'amener à mieux consommer, les collaborateurs avec une satisfaction plus importante et plus de respect dans leur travail, et puis les entreprises pour qu'elles puissent faire leur job et le faire bien et le faire pour tous d'une manière soutenable.
Oui, C'est vraiment le fil rouge et ce qui sous-tend tout le propos. d'accord. Et alors, est-ce que tu as des exemples sur cette approche ou cette approche de marketing différent, en fait, enfin, effectivement, comme tu dis, marketing applicatif. Ben, il y a un des sujets, si je veux vous donner quelques exemples du développement du propos, un sujet central qui est la question de mieux comprendre les besoins et notre capacité à mieux entendre les besoins. Et donc, je me suis autorisée à aller bousculer un petit peu un outil un peu mythique de nos métiers, qui est la pyramide de Maslow. Et en regardant les besoins différemment, probablement que ces besoins sont toujours les mêmes. Alors, cette pyramide, elle date, enfin, l'idée de Maslow, elle date de 43. Donc, on peut aussi admettre que le contexte a changé. Et donc, la façon dont j'ai regardé ces différents besoins qui me semblent toujours d'actualité, en revanche, leur ordonnancement, c'est-à-dire on atteindra l'un quand l'autre sera assouvi, ne me paraissait plus d'actualité. En revanche, ces besoins, on peut les considérer aujourd'hui comme étant toujours d'actualité, bien sûr, mais surtout en interrelation et non plus en ordonnancement avec une hiérarchie. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant assez longtemps, notamment dans nos pays développés, on a pensé, et en marketing, on a pensé que, vous savez, en bas, là, les besoins primaires ou besoins physiologiques, on était persuadé que c'était une affaire réglée, qu'on n'aurait plus de soucis avec ça. On allait tous boire et manger et respirer et être en bonne santé. Et puis, ben, on s'est rendu compte ces dernières années que ben, il y avait des inquiétudes qui étaient légitimes sur la santé. On est bien placé pour le vivre en ce moment, sur l'eau. Le stress hydrique est une réalité pour plein de gens dans le monde. Donc, ces besoins qu'on croyait acquis, ben, ils ne le sont plus forcément. Et en revanche, on se rend compte aussi qu'on va pouvoir avoir accès à certains biens parce que l'on sera dans un groupe social. Donc finalement, l'interrelation et l'existence, enfin, l'appartenance à un groupe social va nous permettre de continuer à avoir accès à certains biens. Donc D'accord. dans les années 80, on disait il faut consommer pour exister. Aujourd'hui, on pourrait dire il faut exister en société, être en société pour pouvoir consommer. Donc ça, c'est assez symbolique de mon travail, c'est de se dire j'essaie de faire un pas de côté pour regarder les choses Ah oui, différemment. ok. D'accord. Voilà, ça c'est un des exemples. Il y en a un autre assez simple mais important, qui est de veiller à la question de la cohérence de ce que j'appelle les contrats de marque. Je pense que la marque est assez centrale aussi dans l'accès à des référentiels d'un marketing qui soit plus soutenable. Donc veiller à la cohérence du contrat transactionnel, donc l'offre qu'on fait, du contrat relationnel, c'est-à-dire quelle relation on construit avec les publics, et du contrat sociétal, c'est-à-dire quel est son impact. Est-ce que ces 3 contrats sont en cohérence les uns avec les autres et est-ce qu'ils amènent tous à une proposition soutenable? Donc ça, c'est un autre élément fondateur vraiment central dans la réflexion. Et puis bien sûr, il y a la communication qui, elle aussi, peut être implicative et remonter très fortement au niveau stratégique. C'est aussi une belle occasion pour les communicants de prendre la main sur des dimensions encore plus stratégiques qu'elles me sont aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on a vu ce qu'on a fait nous dans le marketing, dans les ateliers marketing du club marketing. C'est qu'effectivement, du coup, on remonte en termes de stratégie. Enfin, ça implique forcément. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, on n'est plus en bout de chaîne, on est beaucoup plus en amont, en fait. Oui. Et donc d'une approche qui pouvait paraître, je vais prendre le marketing et puis je vais le pulvériser, ben c'est pas du tout comme ça qu'on en sort. C'est plutôt de se dire, ces compétences qu'on a acquises en quelques décennies, parce que c'est des disciplines qui sont récentes, écouter, influencer, valoriser, c'est des très très beaux outils pour porter des beaux projets. Oui. Ah bah, c'est motiver ceux qui veulent faire du marketing autrement. Est-ce que
Alors, est-ce que je vais peut-être passer la parole du coup, excuse-moi, parce que je regarde le timing. Non, mais Alexandra va Je illustrer vais ça très passer bien. la parole à Alexandra. Bonjour. Bonjour, bonjour Alexandra. Bonjour Et donc, à tous. vous êtes donc responsable du projet Seconde Main du groupe ERAM et Tout à diplômée fait. Sciencescom 2013, comme je disais tout à l'heure. Et donc, vous, le retour d'expérience dont vous pouvez nous parler, ça concerne Bocage, en fait, si j'ai bien compris. Et les Alors, du coup, moi, je travaille pour le groupe ERAM, pour les marques de centre-ville, ce qu'on appelle les marques de centre-ville. Donc, c'est en effet Bocage, ERAM et Melo Yellow. Voilà, donc en effet, c'est Bocage qui a été de toutes les marques du groupe, c'est vraiment Bocage qui a été on va dire, l'initiateur de ces démarches-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global au niveau du groupe. En effet, il y a 2 ans, on a lancé le projet Change for Good au sein du groupe ERAM pour accélérer notre transformation dans un développement plus durable de nos activités, plus respectueuses de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on essaye de vraiment appliquer sur l'ensemble des marques du groupe aujourd'hui. Et comme le disait Florence avant, que ce soit d'un point de vue des collaborateurs, des clients, des actionnaires, enfin voilà, on essaye de vraiment faire ça sur tous les aspects. Aujourd'hui, voilà, on va plus parler en effet du point de vue client. On a fait pas mal d'études où on a interrogé du coup notre clientèle sur leur nouvelle façon de consommer, en faisant des tables rondes, des choses comme ça. Mais surtout, on le ressent par les remontées des magasins, parce que du coup, ceux qui sont vraiment au contact chaque jour de notre clientèle, c'est nos boutiques. Et ça fait déjà plusieurs années qu'ils se rendent compte que le discours qu'on leur demande de plus en la provenance des produits, des matières, des actions qui sont mises en place en effet par l'enseigne, du coup par chaque enseigne du groupe. Donc on se rend compte qu'il y a une vraie demande de dialogue entre les clients et les boutiques. Et il y a une demande des clients que les enseignes, que les marques les aident à consommer mieux. Ils attendent une offre, enfin, pour moi, ils attendent vraiment une offre responsable de la part des marques et des actions concrètes pour les aider à s'engager, à consommer mieux. On a constaté que ça passait du coup par, en effet, la production, mais également aussi aujourd'hui par l'attente de propositions de services. Même si ce n'est pas notre cœur de métier, aujourd'hui, on doit répondre à ce type d'attente de la part de nos consommateurs. Chez nous, ça a commencé avec des actions telles que, par exemple, la suppression des sacs chez ERAM, où la boîte devenait le sac de transport avec sa anse, réduction de bourrage de papier de chaussures, des choses comme ça, des choses assez très concret d'un point de vue client. Et puis, de plus en plus, ça a été en effet sur la gestion des stocks, qui sont des stocks plus courts, plus justes, pour éviter le gaspillage, et de la production proche import, par exemple, de plus en plus. Pour vous donner, en effet, Bocage, pour moi, c'est vraiment la marque qui a démarré dans le groupe avec, en fait, en fin 2017, Bocage a commencé à réfléchir à des solutions pour allonger la durée de vie des chaussures, donc en partenariat avec l'ADEME, donc l'Agence environnementale de la maîtrise de l'énergie. Et de cette réflexion est né le concept de Atelier Bocage. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais Atelier Bocage, c'est la location de paires de chaussures pendant 2 mois. Donc, plutôt que d'acheter et de surconsommer, parce qu'on sait que l'industrie de la mode, c'est l'industrie la plus polluante et qu'aujourd'hui, tous les 6 mois ou tous les mêmes, en fonction de la personnalité, tous les 2 mois, on peut avoir envie d'une nouvelle paire de chaussures en fonction de la mode, des tendances, du temps, enfin voilà, ça varie énormément. Du coup, la réflexion de Bocage, ça a été de dire, on propose de la location de chaussures à nos clientes. Du coup, elles choisissent une paire de la collection actuelle et elles la portent pendant 2 mois en location. Donc, elles payent une location sur ces 2 mois d'une trentaine d'euros. Donc, du coup, ça permet vraiment d'offrir l'opportunité aux clients de continuer à jouer avec la mode, de rester à la pointe des tendances, mais tout en leur apportant vraiment une façon de consommer mieux et de façon plus responsable. Donc ça, c'est la première brique qu'on a posée.
Et suite à ça, la suite logique de l'atelier bocage, en effet, ça a été, qu'est-ce qu'on fait une fois que ces paires ont quand même été portées pendant 2 mois? Du coup, on a de la chance, nous, d'avoir encore des usines en France, dont une qui, s'appelle La Manufacture, qui est située à Montjean dans le 49. Et en fait, une fois que les paires sont, la location des paires est terminée, on envoie ces paires dans notre usine et là, on a un atelier de reconditionnement du coup industriel qui nous permet de reconditionner vraiment ces paires et les remettre quasiment comme neuves. Donc on les nettoie en profondeur, s'il y a besoin, on ressemelle, on les recolore si elles ont perdu un petit peu de leur coloration parce qu'elles ont été portées. On les hygiénise en profondeur, on a des grosses machines d'hygiénisation, pour ça. Et on est capable de gommer plein de petits, enfin, la manufacture est capable de gommer plein de petits défauts suite à l'usure et vraiment les remettre sur le circuit comme si elles étaient neuves. Du coup, la suite de l'atelier bocage, ça a été de créer des corners en magasin qui s'appellent des corners comme neufs, justement, qui sont en fait toutes ces paires qui sont reconditionnées, qui sont remises en magasin et du coup à moins 50%. Donc elles sont vraiment comme neuves, mais ça permet aux clients d'acheter des paires du coup à 50% dans ces corners-là. On s'est rendu compte que du coup, le message, enfin le discours avec les clients était super, que ce soit sur l'atelier bocage ou sur le reconditionnement, ça a été vraiment très apprécié. Du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qu'on pouvait appliquer sur toutes nos marques, pas forcément mettre de la location avec toutes nos marques, mais de développer le reconditionnement. Du coup, là, on le fait actuellement sur nos 3 marques de centre-ville pour limiter en effet le gaspillage et notamment pour limiter le gaspillage, à la réception des retours de fin de saison. Quand l'hiver est terminé, toutes les paires en magasin repartent dans les entrepôts et là, il y a un tri qui est fait et il y a beaucoup de paires qui sont, écartées, du circuit Ah oui. de 1er choix, qui seront du coup jamais remis dans nos boutiques parce qu'elles sont considérées comme invendables, pour des petits, défauts. Par exemple, elles ont été en vitrine et du coup, elles sont décolorées. Elles ont des petites traces d'usure dues aux essayages en boutique, une boucle qui a cassé, un lacet qui s'est rompu, enfin, des petites choses qui foncièrement sont assez minimes, mais qui nous permettent pas de remettre ces paires en magasin. Et ça, c'est des paires qui partent, qui sont vendues au kilo. Et on se disait: «Mais c'est un gaspillage qui est énorme» et aujourd'hui, ça rentre pas du tout dans le discours, qu'on a, les engagements qu'on veut mener. Et du coup, on a décidé que toutes ces paires-là, une fois qu'elles étaient triées, plutôt que de les vendre au kilo, de les mettre en destruction, recyclage ou des choses comme ça, on les envoyait dans notre usine, à la manufacture, on les reconditionnait et pareil, on offrait la possibilité du coup à nos clientes de trouver des petites pépites, à moins 50% qui ont en fait jamais été portées, donc qui sont vraiment, nickel et qui ont été remis, comme neuves. Du coup, là, c'est vraiment un gagnant-gagnant, que ce soit pour nous, parce que ça nous permet quand même de redonner une chance à ces paires d'être vendues, aux clients de trouver des paires actuelles à moins 50%, et puis et puis moins de gaspillage on va dire, de gaspillage de fabrication à la fin. Donc ça, c'est vraiment les 2 actions qui ont été, on voit bien qu'il y a un fil rouge et que chaque action en amène une nouvelle. Et la 3e action dont moi je voulais vous parler, qui a été, initiée en effet par ces marques de centre-ville, c'est un projet qu'on a lancé depuis septembre dernier, qui est la seconde main. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile de passer à côté. Toutes les marques, se positionnent dessus. Il y a une vraie demande, suite à des plateformes comme, Leboncoin, Vinted ou des choses comme ça. On sent que les clients sont énormément demandeurs. En 2020, il y a 40% des Français qui ont consommé de la seconde main, alors qu'il y a 2 ans, on était à 15%. Donc c'est Ah énorme. Il y a oui, une explosion énorme de la seconde main. Sauf qu'on a du coup, avant de se lancer là-dedans, interroger nos clients, essayer de comprendre comment ils consommaient de la seconde main, quels étaient leurs freins aujourd'hui. Et du coup, les freins de la seconde main, il y en a quand même beaucoup. Ça prend du temps, il faut les mettre en ligne. Il y a beaucoup de personnes encore à qui ça ne parle pas et qui n'arrivent pas à sauter le cap parce qu'il y a encore un certain nombre de freins à cela.
Et du coup, nous, on a décidé de rendre ce service à nos clients. On a du coup lancé dans 10 boutiques en France des corners de seconde main, chez Eram et Bocage pour l'instant seulement. Euh, on a Gémeaux aussi, qui est un autre acteur du groupe qui le fait également. Mais moi, par exemple, pour parler sur ces marques-là, du coup, ce sont des corners où le service que l'on offre, c'est de proposer à nos consommateurs de ramener leur paire de chaussures, quelle que soit la marque. Voilà, on reprend. Il faut juste que les paires soient en bon état, de saison, parce qu'on n'a pas évidemment des corners extensibles. Donc, on essaye quand même de vendre des produits de saison et d'être cohérent avec nos collections actuelles et évidemment ce qui se vend. Du coup, que ce soit des paires en bon état de saison, et nous, on les reprend. On établit un prix avec nos clients. Ça sera toujours le client qui aura le dernier mot sur le prix. Nous, on est vraiment là pour les accompagner parce c'est notre métier, donc on sait le prix juste pour une paire et pour une paire de seconde main. Et ensuite, on fait une petite cordonnerie légère en boutique. Donc on nettoie les paires, on les hygiénise, on enlève les plis pour les remettre un petit peu en forme. Et on les cire, on les lustre pour qu'elles soient vraiment toutes nickel et que la personne qui va vouloir l'acheter derrière voilà, ait envie d'acheter ce produit parce qu'il a quand même été remis de façon propre. Et une fois que la paire est vendue, nous, on rappelle notre client pour lui dire que sa paire a été vendue et pour qu'il vienne chercher du coup sa rémunération. Aujourd'hui, on propose un bon d'achat du prix de la vente auquel on ajoute 30% supplémentaire, qui est valable pendant 1 an D'accord. et qui est cumulable avec les offres en cours. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'être quand même le plus... on est obligé, nous, de proposer le bon d'achat d'un point de vue business model. C'est quelque chose, on est obligé aujourd'hui de passer par là. Mais on veut quand même que ce soit le plus flexible possible pour nos clients, pour que demain, ils puissent, voilà, il peut avoir même 2 bons d'achat, les cumuler et s'acheter une nouvelle paire l'hiver d'après. Voilà. C'est vraiment notre objectif. Et du coup, c'est l'objectif de cette action, c'est vraiment d'accompagner, d'aider les clients à consommer mieux, à consommer de façon responsable et en leur apportant vraiment un service. On s'est rendu compte que la notion de service était vraiment de plus en plus importante aujourd'hui dans la relation entre les marques et les consommateurs. C'est vraiment intéressant. C'est un travail de fond, ça a dû vous prendre quand même. Ça implique l'ensemble de l'entreprise. Exactement, ouais. Et c'est quelque chose, c'est aujourd'hui, on a de la chance d'avoir un groupe qui y croit énormément et qui, du coup, impulse ça et essaye de le faire vraiment descendre à toutes les marques et impliquer tout le monde. Et c'est des projets qui sont pris très, très au sérieux et des tables rondes qui sont organisées euh, on va dire, d'un point de vue groupe. Et ces études permettent derrière d'alimenter toutes les marques sur différents sujets à ce niveau-là. Et notamment, on travaille beaucoup avec Sciencescom Audencia sur ce type de sujet. Oui, c'est vraiment intéressant de voir comment une entreprise peut être sur. Vous restez une entreprise et fidéliser les clients, développer l'entreprise, mais avec des vertus de consommer différent et de pédagogie et de service. C'est Ça, passionnant. Ouais. exactement. Non, Ouais. c'est vraiment un sujet intéressant. Et puis, on se rend compte qu'il y a une vraie demande et l'accueil que nous font les clients sur ce type de service est incroyable. Que ça serait aussi fort. Et même d'un point de vue, puisque ça demande quand même beaucoup d'implication des points de vente. Et même eux trouvent que c'est super parce que ça apporte un discours avec les clients au-delà d'un discours commercial pur qui est vraiment sur un échange éthique qui est très, très intéressant et que les clients aujourd'hui réclament au magasin, quoi. Oui, oui, c'est vraiment intéressant. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Puis je vais passer la parole à Sylvie, le chancelier. Bonjour Brigitte, oui, je suis Bonjour toujours Sylvie. là. Ah, ça y est, Merci Alexandra. et donc vous êtes directrice d'Audencia Sciencescom. Et donc comment ça se traduit pour vous donc, en termes d'engagement? Comment vous abordez ces questions? Oui, alors je vais préciser que le programme Audencia Sciencescom, c'est le programme en communication et médias d'Audencia,
qui a été mentionné par Alexandra Gibou, parce qu'elle a suivi ce parcours-là Ah oui. avant d'entamer sa carrière et d'être maintenant dans le groupe ERAM. Alors, comment ça se traduit, les questions de marketing et de communication applicative au sein d'un programme? Il y a plusieurs façons de le faire. Enfin, de la même façon qu'Alexandra a pu décrire que chez ERAM, finalement, les clients ont été demandeurs et ça a impulsé cette espèce de dynamique et qui continue de se poursuivre puisque Alexandra précise bien que les clients sont engagés et en redemandent et font évoluer la proposition. Bah, de la même façon, dans une école, dans un programme, finalement, la dynamique, elle arrive de toutes nos parties prenantes. Les étudiants sont au cœur, mais bien sûr les enseignants, parce que par leur sujet de recherche, ça va être le cas de Florence Touzé, mais c'est le cas de nombreux collègues à Audencia. Les questions de société sont centrales quand on fait de la recherche. Ça arrive bien évidemment avec nos diplômés, avec qui on est en lien et qui soulèvent ces sujets, par toutes les entreprises partenaires, et par les recruteurs. Donc, la question, d'impliquer les parties prenantes quand on est une école, elle est absolument centrale. Et donc par ce faisceau-là, finalement, assez rapidement émergent, les questions qui préoccupent, hein, nos contemporains. C'est le rôle de la communication évidemment d'être, en phase avec son époque, de bien comprendre, le contexte, les enjeux et cette conversation, enfin ça sert aussi à ça la communication, mais cette conversation qu'on engage avec nos différentes parties prenantes, finalement, c'est de l'implication et ça se traduit ensuite soit par des cours qui sont vraiment flagués, tagués. C'est surtout ce qu'on a fait il y a une quinzaine d'années, heu, responsable avec, le terme vraiment, enfin les diplômés qui nous écoutent ont certainement en tête des cours, qu'ils ont suivis, au sein d'Audencia, des cours vraiment flagués, tagués RSE. Et puis, petit à petit, cette chose-là a évolué, là encore parce que, des entreprises comme ERAM, mais elles sont très, très nombreuses, des médias viennent vers nous avec des problématiques qu'ils ont envie de confier à nos étudiants, pour qu'ils les étudient, pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils fassent des propositions où, progressivement, on s'est rendu compte que les enjeux, d'implication, des différents publics, de savoir comment les engager sur des sujets qui les concernent, devenaient de plus en plus centrales. Donc c'est vrai que petit à petit, c'est comme ça que, au moins dans le programme, Audencia Sciences Com, on a fait bouger les lignes et finalement, on est passé de cours qui étaient vraiment, avec un intitulé, communication RSE, communication responsable. On est passé à, une approche beaucoup plus, décloisonnée, on va dire, transverse, avec ce sujet, cette problématique qui se retrouve, finalement, à différents étages. Un étage peut-être plus conceptuel avec, des approches, liées à l'épistémologie, presque dans la philosophie finalement de l'éthique. Pourquoi? Pourquoi on se pose toutes ces questions-là? Pourquoi l'humain, nos contemporains, tous ceux qui réceptionnent la communication ou le marketing, tous les publics en viennent à se poser ces questions-là, donc sur une approche plutôt macro. Et puis, dans tous les projets qu'on met en place, finalement, c'est absolument tellement incontournable, qu'on se rend compte que le sujet est vraiment abordé également. Ah oui, donc du coup, il a abordé d'une manière complètement transversale, en fait, si je comprends bien. Oui. Tout à fait, je peux prendre des exemples si vous voulez, à la fois, certains projets sont, explicitement, fléchés RSE, par exemple un projet de campagne solidaire où, en pro bono, on va mettre à disposition nos étudiants et recruter des coachs, pour, proposer de revoir le plan de communication d'une ONG. Donc ça, les étudiants ont bien conscience du fait que le sujet, ce soit, un sujet extrêmement responsable. Ils sont plongés dans cet univers-là et aussi amenés à réfléchir à tous les enjeux de la communication quand on, parle de sujets comme, par exemple, une ONG qui s'appelle La Cloche, enfin une association qui s'appelle La Cloche à Nantes, où vous pouvez mettre un repas en suspens, par exemple, ou un café en suspens dans les restaurants, dans les bars. Et bien, croiser ces enjeux-là, qui sont vraiment des enjeux, solidaires, avec, la communication. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour accompagner, finalement, des grands sujets comme ça, des grands enjeux?
Donc ça, c'est très concret, c'est très fléché. Mais à côté de ça, on va proposer aussi des cours qui permettent de réfléchir à l'éthique du métier finalement. Puisqu'on a très bien entendu ce qu'a dit Florence Touzé tout à l'heure, la communication sert à rendre commun. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut rendre commun? Quel sens on veut donner aux actions, qui vont être menées en tant que communicant? Quel impact environnemental ces actions vont avoir? On l'a tous dit, on est tous d'accord pour le partager, les publics sont sensibles à ça, les entreprises, les organisations, et il est central et on pense vraiment que le rôle du communicant, c'est d'accompagner justement toute cette transition. Donc on passe aussi vraiment beaucoup par des cours et des projets, des séminaires qui abordent cette position, Mmh. cette posture éthique du communicant, là encore, pour toujours réfléchir et interroger les pratiques. D'accord et oui, donc du coup, ça répond vraiment à une attente, de tous les publics, enfin les étudiants et puis aussi en face, il y a le monde de l'entreprise change en face, je pense que ça y répond. Mmh. Complètement, vous avez tout à fait raison. Il n'est pas question, pour un programme, pour une école, de former des jeunes, qui investissent, 2 ans, 3 ans dans leurs études, qui cherchent des stages et cetera et qui après ne répondraient pas finalement aux attentes des recruteurs. À Sciencescom, on a mené il y a 2 ans une enquête vraiment prospective pour, interroger, nos diplômés, nos recruteurs, nos partenaires, qué sur quelle était leur vision, des métiers de la communication à 5 ou 10 ans. Et donc, on a eu un certain nombre d'informations, sur, ce qui était central pour eux, mais ce qui a vraiment été, mis en exergue, justement, c'est cette capacité à prendre du recul et à interroger ce qu'on fait, à vraiment être dans la société, dans le commun avec cet esprit critique et finalement, quand on parle de métier et certainement que dans beaucoup de métiers du management, on le retrouve, aussi. Ce qui compte, c'est pas nécessairement le savoir-faire immédiat, la technicité du métier, mais davantage, Mmh. ce qu'on va pouvoir y infuser, comment on va y réfléchir, qu'est-ce qu'on va proposer pour répondre, à ses salariés si on est DRH, à ses clients en boutique, si on est un fabricant, distributeur de chaussures. Donc finalement dans tous les dans toutes les organisations, cette problématique va ressurgir. On travaille aussi beaucoup, enfin beaucoup de communicants dans le public, hein, dans les institutions, locales, nationales, gouvernementales, européennes et cetera. Évidemment, les questions, les enjeux éthiques et de société, se retrouvent à tous les niveaux dès lors, Mmh. qu'on travaille dans une organisation, hein. Et du coup, en tout cas, l'exemple qui entre vous 3 là, qui a été démontré avec le partenariat ERAM, c'est passionnant parce qu'on voit comment, la collaboration peut être vraiment efficace, enfin très concrète aussi. Avec un Effectivement, c'est ça, c'est que c'est extrêmement concret pour un étudiant d'entendre le brief d'une entreprise qui dit: «Ben, voilà, aujourd'hui, on utilise tous des objets connectés, mais on n'arrive pas à toucher ceux qui en auraient beaucoup besoin, qui seraient les personnes âgées». Et mmh, là, on va avoir une entreprise qui a ce problème-là, avec ces objets qui sont connectés et une cible en face qui en aurait besoin et qui n'accroche pas ou qu'on ne sait pas, comment toucher, comment engager. Et bien, tout de suite ça crée, un engouement, une implication très, très forte finalement des étudiants qui vont devoir réfléchir à quelque chose de très actuel, de très contemporain, de concret et en plus, contribuer au développement d'une entreprise demain, tout en acquérant évidemment, parce que ça c'est aussi notre métier, hein, mais des compétences, oui, une culture générale, une culture de l'entreprise, une culture des enjeux, autant que de la technicité sur un plan de communication, sur une stratégie de communication, de la proposition éditoriale pour le client pour lequel on travaille. Il ne s'agit pas de perdre de vue, ce que sont les métiers finalement mmh, techniques de la communication ou du marketing, mais bien d'ajouter, de façon, globale cette approche, cette sensibilité, cette compréhension qui aujourd'hui est incontournable. oui, et qui est vraiment, en tout cas, vous êtes, en avance, j'ai l'impression là, à Sciencescom. Oui.
Alors, le fait d'infuser ces questions-là, de façon transverse, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui nous positionne différemment. Il y a aussi le fait que, Audencia a fait le choix d'avoir un programme en communication et médias, qui soit, visé, qui bénéficie d'enseignants-chercheurs, d'une faculté qui réfléchit aussi sur les évolutions des pratiques, des enjeux, d'un point de vue, enfin, avec une approche recherche, hein, d'un point de vue intellectuel et académique très poussé. Donc, évidemment, on est extrêmement aidé par ce contexte-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, donc, du coup, merci Sylvie. Et puis, du coup, est-ce qu'on passe aux questions-réponses peut-être je ne sais pas si Mélanie a... Oui, il y a 3 questions dans le chat qui ont été posées, qui sont toutes les 3 à destination d'Alexandra Gibou. La première, c'est: jusqu'où allez-vous dans l'implication des diverses parties prenantes? Design, prix? Alors, j'ai vu en effet la question. Je ne suis pas sûre de la comprendre entièrement, enfin, de répondre exactement à la question posée, mais aujourd'hui, on va juste, enfin, en tout cas sur le groupe ERAM, sur la marque ERAM aussi, toute la chaîne, on va dire, vraiment toutes les personnes sont impliquées. Ça va vraiment en effet du design des produits, de la recherche des matières et des fournisseurs, avec les approvisionnements, les équipes aussi des appros sur la gestion des stocks, pareil, le juste prix, et jusque aussi la sensibilisation dans les entrepôts. Aujourd'hui, c'est vraiment un fil rouge qui est, où toutes les parties prenantes justement sont impliquées. Je ne sais pas si c'était vraiment la question, mais en tout cas, oui. Dans le groupe, tout le monde est impliqué à ce niveau-là. Très bien. On a une seconde question de Sébastien Martel qui demande quelle est la part des actions implicatives justement par rapport aux ventes classiques, comme l'offre de l'atelier bocage notamment, qui était évoquée tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je pense qu'elle est encore Excuse-moi, assez... Alexandra, en fait, on ne te Oui, voit pas. pardon. Oui. Ah, voilà. Aujourd'hui, je pense que la part est encore assez faible parce que c'est vraiment des actions qui sont menées depuis, c'est quand même assez récent. Ça fait, pour l'atelier bocage, ça fait 2 ans et demi à peu près. Ça a été assez lent à se mettre en place. On avait une trentaine de points de vente sur les 100 points de vente de bocage. On avait une trentaine de points de vente qui avaient l'atelier bocage et comme neuve. À partir de la rentrée de septembre, on le déploie sur toutes les boutiques. Donc là, ça y est, on a vraiment la volonté de passer la seconde sur ce type d'action. De la même façon que les corners seconde main, on a une dizaine de corners aujourd'hui. Ça sera en septembre, on voudra lancer à 40 ou 50 corners. Donc on y va vraiment par phase de POC sur des magasins. On teste vraiment les actions et on agit là-dessus. Après, là, je vous ai donné les 3 actions les plus, on va dire, les plus grosses actions, mais on a plein de choses aussi qui sont faites sur les programmes de fidélité avec les clients, les programmes enfants, les choses comme ça, qui sont développées et qui sont aujourd'hui testées dans toutes les boutiques. La part est encore assez faible, mais voilà, elle prend, on va dire, de l'ampleur, on va dire, chaque année un petit peu plus dans les boutiques. La troisième question, vous en avez parlé tout à l'heure, Alexandra, mais une personne qui demande si le groupe ERAM suit un modèle de management lean, par exemple, dans sa démarche d'apport de nouveaux services ou de réduction des gaspillages. Je pourrais pas. Moi, je suis pas au board de tout ce qui est, on va dire, change for good. Je saurais pas répondre exactement à cette question. À ma connaissance, je ne crois pas, mais je voudrais pas dire je voudrais pas dire de bêtises là-dessus. En revanche, je peux me renseigner sur cette question précise et revenir vers la personne s'il y a besoin.
Très bien. Et la dernière question qui a été envoyée là tout de suite, c'est pareil pour Alexandra. Quand on parle de marketing implicatif, cela inclut-il l'implication des consommateurs dans sa communication? Et avez-vous des programmes ambassadeurs en place, par exemple? Normalement, oui, ça parle. Alors, marketing implicatif, qui est on inclut l'implication des consommateurs dans la communication. Oui, par exemple, je vais prendre pour exemple là, Eram qui vient de refaire sa plateforme de marque. C'est tout récent, ça date là elle est sortie il y a 1 mois ou 2. C'est un travail d'une année entière avec énormément d'études conso sur en effet les valeurs de la marque et ce que les clients en retiennent, comment ils perçoivent en effet cette marque et qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui de ce replatforming de Eram, quel message, et on a vraiment en fait on a vraiment interrogé les clients pour reconstruire tout ça. On a mis plus d'1 année à construire cette plateforme de marque. Et aujourd'hui, la communication qui a été faite est en partie issue de tous les retours des consommateurs qu'on a eus. Après, est-ce qu'on a des programmes ambassadeurs réellement? Je ne sais pas ce que vous appelez vraiment programme ambassadeur. Je ne pourrais pas dire qu'on en a à ce jour concrètement. Je crois qu'il y a une nouvelle question. Ouais, une question Oui, pour Florence cette tout à fois. fait. Donc, c'est voit-on se développer un RSE washing, Florence? Après le greenwashing et le social washing, le RSE washing, la nature humaine est telle que, à chaque fois qu'un sujet le permet, certains s'engouffrent dedans. Donc, oui, en effet, l'argument responsable, et on le voit aujourd'hui, c'est dès qu'on se connecte à un média, hein, le terme, les mots, enfin la RSE, la responsabilité est absolument partout. Et bien évidemment, elle n'est pas forcément aussi précisément au rendez-vous que ça. Donc, c'est un vrai chantier, à la fois dans les organisations et à la fois pour le public, de veiller à ce que ce qui est annoncé soit vraiment suivi d'une réalité. On avance. Je pense que l'implication, une fois de plus, de tous fait avancer dans ce sens-là. Et puis, de plus en plus aussi, il y a un certain nombre de garde-fous qui sont mis en place, notamment en communication, sur des recommandations qui sont de plus en plus précises sur ce que l'on peut dire ou ne pas dire. Donc, j'ai notamment un camarade, Mathieu Janich, qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui épingle chaque communication qui, d'après lui ou pour lui, ne correspond pas aux recommandations de la RPP, et n'hésite pas à les amener devant le jury de déontologie. Donc, en effet, il y a des abus partout, et je crois aussi que ça peut aussi être une démarche collective. Personnellement, à chaque fois que je vois quelque chose qui me perturbe sur un argument RSE, j'interpelle la marque, voilà, avec bienveillance, mais en lui posant la question de est-ce que c'est une bonne idée? Très, très récemment, à la caisse d'un supermarché en milieu rural, on m'a proposé de ne plus imprimer mon ticket de caisse, mais de me l'envoyer par mail parce que c'est bon pour la planète. Donc évidemment, j'en ai parlé 2 minutes avec la personne qui était à la caisse, mais je suis aussitôt allée échanger avec l'enseigne via ses réseaux sociaux, hein, tout simplement, sur cette question-là, et c'était très intéressant parce que, en fait, leur enjeu, c'était de se dire, les gens demanderont assez peu de le recevoir par mail, donc tout ce qu'on pourra ne pas imprimer sera ça de gagné. À ce moment-là, proposer tout de suite de ne pas avoir le ticket, ce sera beaucoup plus simple. Oui, Mais, c'est ça. donc voilà, donc et puis les entreprises, les organisations sont beaucoup dans l'expérimentation aussi, hein. C'est pas facile de transformer une organisation et des pratiques, donc ça demande un cheminement. Donc il faut être en vigilance collective pour que ce cheminement il serve vraiment de la sincérité. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un peu dépassé l'heure.
En tout cas, c'est très motivant aussi, même à titre individuel, parce qu'on voit bien aussi que c'est l'implication de chacun, comme tu disais. Et puis, c'est trois beaux témoignages. Donc, je suis ravie d'avoir été conviée à participer à cette conversation. Je crois qu'il va y avoir un replay, disait Mélanie. Oui, tout à fait. On va récupérer l'enregistrement là, à la fin et on aura une communication semaine prochaine. D'accord. Si tout se passe bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous trois. C'est des belles réussites. Enfin, c'est motivant de mon point de vue. Et ben, on se dit, donc du coup, je vais raccrocher ou je sais pas comment. Voilà. Du coup, c'est la fin. Donc, on va tous Au revoir à tous. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont venus. À bientôt. Et puis à tous.